Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Facebook Live en direct de la Maison de la Presse et de la Communication de Liège, avec aujourd'hui les jeudis de l'info. Vous le savez, tous les derniers jeudis du mois, on présente une rédaction qui travaille à Liège, après avoir déjà présenté RTC, la Meuse, la RTBF Liège, LN24, place aujourd'hui à RTL. Alors, avec nous pour en parler, vous le savez, trois intervenants. Le premier, c'est Julien Modave, qui est le chef de bureau de RTL ici à Liège. Tout à fait, responsable du bureau ici pour les rédactions d'RTL TVI, Bel RTL et Radio Contact. Super. Donc on va passer maintenant à Lionel Soleil qui est ici à ma droite. Lionel, on a plus l'habitude de t'entendre sur Radio Contact, mais je crois que tu nous expliqueras tout à l'heure pourquoi ta présence ici, puisqu'on t'entend maintenant également sur Bel RTL. Exactement, parce qu'il y a des liens très forts entre Contact et RTL depuis une quinzaine d'années déjà. Voilà, on expliquera ça tout à l'heure. Gaëtan Willemsem, le troisième invité, c'est un journaliste également, mais il est lui plus spécialisé dans rtlinfo.be, un site que tout le monde connaît. J'espère bien. Donc oui. Voilà, donc 30, vous le savez, le principe c'est une émission, on parle à bâton rompu avec nos intervenants et puis vous pouvez poser vos questions via ce Facebook Live et nous y répondrons bien sûr en fin de journée. C'est une émission qui est réalisée avec le soutien technique d'Electrovox. Alors, Julien, tu peux nous dire pourquoi cet intitulé 35 ans en fait de proximité entre RTL et Liège? 35 ans de proximité entre RTL et Liège, ça paraît assez évident. En fait, c'est 35 ans de proximité avec RTL et l'ensemble des régions. Ça aurait pu être aussi avec Namur, avec Charleroi, et c'est forcément aussi avec Liège. La marque RTL est née en TVI, en tout cas, est née en 1987, mais l'arrivée d'RTL à Liège, tu l'as connue à l'époque, c'était en 1986, avec la collaboration avec les groupes de presse écrite. Et petit à petit, on a développé cette rédaction, sont venus nous rejoindre Bel RTL, et puis petit à petit également Radio Contact. Aujourd'hui, RTL TVI à Liège, c'est une rédaction composée de minimum 8 personnes tous les jours et qui couvre l'actualité à la fois locale, régionale, mais aussi nationale sur un prisme régional, c'est-à-dire qu'on prend des enquêtes et des informations nationales qu'on essaye, et des questions nationales auxquelles on cherche à trouver des réponses sur le terrain, ici à Liège en particulier. 8 personnes à temps plein ici sur Liège. Combien de journalistes, combien de caméramans? Alors il y a tous les jours 2 journalistes pour la télévision, 2 caméramans, il y a 3 journalistes pour Bel RTL, un journaliste pour Radio Contact, il y a régulièrement un stagiaire avec toi, Lionel, et puis vous savez que Liège est une rédaction assez vivante, il y a beaucoup de journalistes liégeois qui passent par notre rédaction. En cette période Covid d'ailleurs, on monte parfois un peu plus de personnes pour ne pas qu'ils aient encombré la rédaction de Bruxelles, mais bon an mal an, on est à peu près dans ces eaux-là. Et où êtes-vous situé? Parce que je me souviens qu'à l'époque, vous étiez place Cathédrale, mais plus maintenant. On était très très bien situé, place Cathédrale, en dernier étage. Je me souviens du building de l'ancienne galerie Nagelmacher. C'était une vue superbe. On a fait d'ailleurs de très nombreux duplex sur le toit. Ça donnait une très belle vue de Liège. Maintenant, depuis 5 ans, on est dans le parc d'affaires Zenobgram, qui est juste à côté de Belle-Île. Un plateau de plusieurs centaines de mètres carrés, où on a évidemment nos aises. On est très proche des autoroutes. On est très proche du CHU, très proche de l'Université de Liège, qui sont des interlocuteurs très réguliers de nos médias. Et donc voilà, on est situé là pour l'instant dans le parc d'affaires Zenobgram depuis maintenant presque 5 ans. On y est très bien. Voilà, Lionel, tu es journaliste évidemment à Radio Contact et à Bel RTL. Comment est-ce possible et comment est-ce que ça fonctionne en fait? Alors ça a pris du temps, forcément. On est arrivé, je pense, dans le giron d'RTL il y a une quinzaine d'années d'ici. On a connu aussi la place Cathédrale avant de rejoindre le square des conduites d'eau et le zoning Zenobgram. Ceci dit, au fur et à mesure, on a d'abord travaillé de manière un petit peu indépendante. Et puis, au fur et à mesure, on a travaillé de plus en plus en croisement, je dirais, au niveau de la matière qu'on fournissait de part et d'autre. Et aujourd'hui, de plus en plus, il y a une sorte de rédaction intégrée qui se crée, à la fois au niveau de la télévision, mais aussi des radios. Et c'est ce qui existait déjà quelque part il y a 2-3 ans d'ici à la RTBF, et on suit un petit peu le même mouvement quelque part. Est-ce que ça veut dire que ce sont les mêmes informations donc, que l'on entend sur RTL et Radio Contact ?
c'est un peu particulier parce qu'on essaye de garder chacun notre ligne éditoriale qui était un petit peu la nôtre fondamentalement dès le départ. Ceci dit, c'est vrai qu'en termes de matière brute, on se partage tout ce qui est réalisé. Après, chacun, en fonction de sa ligne éditoriale, essaye de développer des sujets propres, évidemment. D'accord. Gaëtan Willemsen, tu es plus chargé de rtlinfo.be, donc aucun média évidemment n'échappe à cet Internet, et donc qui devient évidemment parfois même le premier vecteur d'information pour un média. En chiffres, rtlinfo.be, c'est combien en moyenne par jour ? Je vous avoue, je ne connais pas les chiffres précis sur tout RTL Info comme ça par jour. En fait, ça varie tellement. C'est ça le truc, c'est que je n'ai pas la moyenne en tête. On a pu faire des scores d'audience à plus de 3,5 millions de personnes sur un jour. Par exemple, des journées comme le 18 mars dernier, évidemment, on a eu des pics incroyables d'audience. Maintenant, c'est assez variable, c'est totalement variable en fonction de l'actualité. Donc je ne connais pas vraiment le chiffre de la moyenne. Ok, d'accord. Voilà, RTL et Liège, depuis 35 ans maintenant, je crois que c'est quand même une histoire d'amour. Je pense que vous faites de très bons chiffres, en tout cas sur Liège. Alors, à quoi est-ce qu'on peut attribuer cette connivence entre RTL et les Liégeois ? Elle naît du fait que RTL est une marque nationale avec une ligne, une politique éditoriale qui est directement marquée sur l'actualité, en résonance directement avec les personnes qui nous écoutent. Donc on a besoin d'aller prendre le pouls de l'actualité sur le terrain. Et comme l'expliquait Lionel, c'est aussi ce qui fait la cohésion de notre équipe à Liège. C'est-à-dire que c'est une façon aussi de voir le prisme de l'info. Lionel a un prisme très local. Il va rencontrer des gens qui ont des problématiques extrêmement concernante pour un milieu assez restreint. Et puis en télévision, on vient avec une vision un peu plus large. On sait que l'information qu'on va diffuser, elle doit intéresser à la fois Namur, Charleroi et Bruxelles. Et donc la couverture du territoire liégeois nous impose un maillage à la fois très fin et très large, ce qui fait qu'on est en contact en permanence avec l'actualité liégeoise, ce qui fait que, oui, il y a un lien évidemment très fort, mais je pense que les autres régions, Namur et Charleroi, pourraient dire aussi la même chose, puisque chaque bureau est assez indépendant dans sa façon de couvrir sa province. Journaliste radio, on fait comment ? Ça se passe comment pratiquement ? On se lève le matin et on décide de faire quoi ? Alors, Lionel, il fait un peu ce qu'il veut. Ouais. Je suis vraiment le premier à arriver sur place pour l'ensemble du bureau de Liège, finalement. Même si c'est lui le chef, hein. On est bien d'accord, ça bien clair. Et donc on établit sur base de toutes les sources d'informations que tout le monde connaît, que ce soit la presse écrite, que ce soit les confrères de la RTBF, que ce soit nos sources d'informations propres, on va dire un boarding de la journée, quoi. Et donc ça veut dire que moi j'utilise déjà ce qui a été réalisé la veille dans mes propres éditions, mais je prépare aussi pour la suite de la journée et pour mes confrères, mes collègues de Bel RTL, autant d'ailleurs que pour TVI, mais alors dans ce cas-là, comme Julien le précisait, avec un prisme qui est un petit peu différent, qui est plus national, duquel il va pouvoir s'inspirer pour travailler sur des sujets de société et ce genre de choses. Évidemment, il y a des pistes qui sont lancées et c'est moi qui les lance à ce moment-là. Donc il faut essayer de... Mais les mots forts, je veux dire, les thématiques fortes, c'est quoi ? Lionel, c'est le gros phare, si tu veux, dans une voiture. C'est lui qui éclaire l'ensemble de l'actualité disponible et de tout ce qui peut se passer sur le territoire liégeois. Et puis, donc, il établit une liste en ayant effectivement lu les journaux, écouté la radio, puis on a tous dans notre réseau des gens qui nous font remonter de l'info. Et donc, lui établit une liste des grandes idées en général et il sait évidemment que les politiques ou les idées qui ont une vocation beaucoup plus nationale ou une envergure plus régionale vont nous intéresser, nous, ou Bel RTL, et lui va s'intéresser à quelque chose d'un peu plus local, tout aussi concernant, mais sur un plus petit nombre de personnes. Ça, il fait une sorte de pré-tri pour la journée, en fait, hein, c'est ça. Les élections. Et alors, RTL Info en profite aussi, alors, je suppose. Totalement. Donc nous, on a une rédaction normalement uniquement à Bruxelles. Moi, je viens à Liège
parce que je suis liégeois et que les avancées techniques m'ont permis de venir depuis 2 ans à peu près travailler avec mes sympathiques collègues ici. Mais normalement, on est toujours sur Bruxelles. Et donc, la partie régionale, on récupère en fait entièrement tout ce qui a été fait dès le matin par nos collègues de la radio. Et on remonte ça parce que... Et de la télé, attention. Oui, tu travailles pas très très tôt le matin. Hein. Moi, je veux bien, hein, si tu veux commencer à 6h. Non, 8h, c'est bien. Et donc, la partie régionale chez nous vient surtout de là pour commencer. Et évidemment, nous, on a toute une phase régionale avec les Alertez-nous, qui sont notre grande source de... Ça, on va y revenir tout à l'heure. Mais quand je parlais de leitmotiv, est-ce que, par exemple, ce sont les faits divers qui priment? Est-ce que c'est le sport qui prime? Est-ce que c'est l'information politique qui prime? Ce ne sont pas des rubriques qui priment. Ce qui prime chez nous, c'est l'actu. Qu'est-ce qui fait l'actu? De quoi parlent les gens? Si c'est la victoire du Standard, tu comprendras bien que c'est de ça dont on va parler, puisqu'ils sont champions une fois tous les 25 ans, hein, c'est ça Lola qu'on adore et ça nous manque. Si c'est une actualité d'ordre culturel, eh bien ce sera évidemment qui viendra au devant. C'est l'actualité qui s'impose à nous. C'est d'abord la lecture de l'actu. On sait qu'on peut choisir 2 sujets en télévision et puis dans la liste qu'on aura étudiée avec Lionel, les sujets suivants seront traités soit par Bel RTL, soit par Radio Contact, en espérant qu'à la fin de la journée, on ait épuisé un maximum l'actualité disponible. Par exemple, pour le moment, on sait que c'est le Covid qui mène la danse, mais c'est ça qui marche le mieux pour le moment? Alors ça c'est très particulier comme question parce que il y a évidemment des regards qui sont différents, portés par, je dirais, les différentes parties de nos médias. Et c'est vrai qu'on a été beaucoup impliqué là-dedans, mais on essaye d'un petit peu de reculer un peu par rapport à ça, et d'avoir du recul en tout cas par rapport à ce qui se passe, et proposer autre chose. Je pense qu'au niveau de Radio Contact, en tout cas, on a pris le pli relativement vite, que ce soit au niveau de la rédaction nationale ou même au niveau de Liège, peut-être de proposer des choses alternatives. C'était plus 100% Covid, on était 50% par exemple. C'est difficile à jauger au niveau des chiffres, mais moi j'avais plutôt l'impression qu'on essayait d'être le plus positif possible, surtout, parce que c'était ça le plus important, de répondre peut-être aux attentes des auditeurs, des gens de manière générale, qui à un moment donné en ont eu un petit peu ras-le-bol d'entendre parler de ça tout le temps. Et donc on proposait des choses qui semblaient être, je dirais, dans la certaine forme de normalité qu'on avait l'habitude de traiter par le passé. Et puis je pense que cette réflexion a percolé un petit peu aussi au niveau de l'entièreté du groupe. Mais c'est toujours quelque chose qui se débat chaque jour. Parce qu'on est dans une période tellement particulière que c'est quelque chose qui doit se débattre chaque jour. C'est un vrai paradoxe, parce que c'est la même chose aussi. Toi qui es journaliste à la Meuse, tu sais comment ça fonctionne. Il y a l'actualité qui s'impose et puis on essaye de tirer pour parler d'autre chose. Ça fait 1 an qu'on parle que du Covid et c'est vrai qu'on cherche des opportunités régulièrement pour essayer de parler d'autre chose. Mais on parle aussi de ce dont les gens parlent. Et pour l'instant, il faut reconnaître qu'on ne parle que de ça. Ça amène énormément de problèmes, ça s'impose à nous dans la vie. Et donc, on parle quand il faut du Covid. Et puis, dès qu'on a l'opportunité, on essaie de revenir à une information un petit peu plus, j'ai envie de dire, de l'ancien temps. En tout cas, une information parfois un petit peu plus agréable. Et puis, ça dépend un peu de notre politique éditoriale. Lio l'expliquait très bien. La sienne, c'est une politique très feel-good. Ça fait d'ailleurs partie du mojo de Radio Contact. Et donc, il a besoin d'avoir un prisme et un axe de regard sur l'actualité qui fait qu'il va chercher aussi les bonnes nouvelles. On dit toujours que les journalistes ne parlent que des mauvaises nouvelles. Lui, il essaye régulièrement d'amener du positif. Comme la RTBF, mais RTL a aussi été épinglé dans un documentaire qui s'appelait « Ceci n'est pas un complot ». C'était une de nos dernières émissions ici à la Maison de la Presse et de la Communication. Tous les journalistes, Luc, ont été épinglés dans ce complot. Mais c'était plutôt... Enfin, dans ce débat, en tout cas, il y avait plutôt les 2 grands médias d'information télévisée, qui sont RTBF et RTL, évidemment. Donc, comment est-ce que vous avez vécu, vous, ça? Est-ce que vous pensez que c'est injuste, en fait, les critiques qui vous sont adressées? Non, on ne va pas jouer au Calimero, c'est pas intéressant de savoir si c'est juste ou c'est injuste. Par contre, c'est intéressant.
honnêtement. On l'a tous regardé, parce que quand on est journaliste, on est obligé aussi de s'interroger sur son métier. Et on s'est demandé, tiens, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qu'il raconte? Il faut reconnaître qu'il amène dans le débat peut-être une partie qui n'avait pas encore été correctement débattue, amener ce qu'il demande. En gros, Bernard Crutzen, donc dans son débat, c'est celui-là dont tu parles, oui, ceci n'est pas un complot, il demande que les journalistes challengent beaucoup plus la parole officielle. Peut-être on ne l'a pas fait suffisamment et peut-être que depuis, effectivement, on s'interroge un peu plus sur comment remettre en question les décisions des scientifiques et les propositions des scientifiques. Mais c'est pas simple, parce que nous ne sommes pas scientifiques. Et donc on ne peut pas aller dire vous vous trompez, il y a peut-être moyen de faire autrement. Pour l'instant, l'information, elle percole comment? C'est le politique qui prend des décisions sur base d'avis scientifiques, et ces avis scientifiques sont pris par 5 ou 6 personnes. Et donc on est obligé d'écouter aussi ce qu'elles disent. Si d'autres scientifiques disent autre chose, on leur donne la parole. Mais ils ne sont pas très nombreux à contredire ce que les scientifiques, écoutés par leur gouvernement, disent. Donc le travail de Bernard Crutzen, il nous a obligés à réfléchir sur notre façon de relater l'info, mais il ne faudrait pas qu'ils se disent que nous sommes des scientifiques à la place des scientifiques. On a besoin de donner la parole à quelqu'un d'autre. Et il n'y a pas beaucoup d'autres scientifiques qui s'imposent sur la place publique pour dire n'hésitez pas à aller au restaurant, n'hésitez pas à enlever votre masque, n'hésitez pas à faire autre chose. Ce qui se passe dans les hôpitaux n'existe pas. Cette parole-là n'existe pas sur la place publique. Donc on ne sait pas la mettre en image. Le journaliste doit être au courant de tout sans être spécialisé en rien. Exactement. Voilà, donc Gaëtan, en fait, sur le site internet, tu l'as évoqué tout à l'heure, et c'est à ça que je voulais en fait venir, il y a une grosse proximité entre le public de RTL et la chaîne. Et on le voit d'ailleurs régulièrement dans ce bouton que vous avez, alertez-nous, que je pense... Bouton orange, alertez-nous. Orange, que beaucoup d'internautes appuient sur ce bouton. Donc, est-ce que c'est vrai que vous avez énormément d'informations qui vous viennent par là? Beaucoup. En la moyenne, on a entre 100 et 200 messages par jour, avec des pics, comme j'expliquais tout à l'heure, le 18 mars de l'an dernier, on ferme tout, confinement, on a eu 2450 messages sur Alertez-nous. Autant dire qu'on n'a pas su tous les lire, mais j'assure tout le monde, les 100 à 200 par jour, on les lit tous systématiquement. Et évidemment, on ne va pas pouvoir faire 100 à 200 articles tous les jours par rapport à ce qui nous est dénoncé ou annoncé. Mais c'est la grande force au niveau proximité, c'est qu'on n'a pas les moyens de faire comme la Meuse, d'avoir des correspondants partout dans chaque région, chaque village, chaque endroit. Mais nos correspondants à nous, c'est notre public. C'est les personnes qui nous font confiance et qui se disent, voilà, RTL, j'ai envie de leur dire, il se passe ça à côté de chez moi, s'il vous plaît, renseignez-vous. Ou qui se disent, il vient de m'arriver telle horreur dans la vie ou tel problème, je n'arrive pas à trouver de solution, je ne trouve pas ça normal. Et nous, on va faire le tri. Et on va se dire, cette problématique-là, on ne l'a pas encore traitée. Tiens, il y a peut-être quelque chose derrière qui sera intéressant. C'est une vraie grande source d'information pour nous, y compris en télévision et en radio. Puisque chez nous, c'est le web qui a vu sur tout ce qui tombe et qui dispatche un petit peu en fonction de l'importance de l'information. Si c'est un dossier extrêmement long à creuser, on va, entre guillemets, le garder pour nous parce qu'on a cette liberté de ne pas avoir de deadline. Autant on doit donner les informations le plus vite possible en temps réel, autant dans un autre sens, une information un peu plus froide, on peut très bien passer, ça m'est arrivé de passer 8 mois sur un même dossier. Quelque chose qui est totalement inimaginable en radio ou en télé. Oui, non, c'était une question c'était sur le nombre d'élus qu'il y a réellement en Belgique. Et il y a eu énormément de petites choses en plus. Et j'ai été court-circuité par le fait qu'il y avait des élections à ce moment-là. Donc j'ai dû revoir tous mes calculs, ce qui fait que j'ai dû un peu faire 2 fois le travail. Mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que on trie et on se dit, voilà, telle chose est assez importante ou assez image pour qu'on envoie la télé. Telle autre chose, on a plus besoin d'un témoignage qui va intéresser la radio, qui va rester intéressé en fonction de... Si c'est feel good, Radio Contact, on va plutôt leur signaler. Tout le monde sera au courant. Mais dans la rédaction, évidemment, on va se dispatcher le travail plus en fonction de l'intérêt que ça va avoir pour chaque média. Et alors là, ça enclenche le métier traditionnel, je veux dire, de journaliste, qui est d'essayer de recouper cette information, évidemment. Ça, toujours. Ça, c'est le métier de base, de toute façon. Ceci dit, c'est vrai qu'au fur et à mesure des années qui passent,
on se permet d'avoir un réseau qui, justement, permet d'aller très vite. Et c'est ce qui est riche, évidemment, avec le temps qui passe. On parle de 35 ans, finalement, de présence à Liège. Mais c'est vrai que notre présence, elle est là. Les réseaux, ils sont là. Les liens, ils sont là. Et forcément, on peut recouper très vite des informations, même si aujourd'hui, j'ai l'impression par moment que parfois, il y a des contrôles de l'information qui sont un peu plus compliqués à aller... à passer au-delà. Mais ça, j'imagine que vous avez le même problème. Mais comme la presse écrite, vous devez avoir, vous, des sons, vous devez avoir des images, etc. Est-ce que ça implique à chaque fois un déplacement vers le lieu de reportage ? Alors, à la base, j'aurais dit oui, sauf que la période que l'on vit actuellement a changé pas mal les choses. Pas en termes d'image. En termes d'image, là, il n'y a pas le choix. Il faut se déplacer. Même si, finalement, comme l'expliquait Gaëtan, il y a toujours aussi les gens qui sont proches de ce qui se passe près d'eux, qui fournissent des images. Ça arrive de toute façon. Mais enfin, la qualité de l'image, c'est quand même, je veux dire, les journalistes et surtout les cadreurs qui amènent le début de l'histoire, en tout cas. Après, en termes de son, aujourd'hui, on se rend compte qu'on sait faire de plus en plus de choses à distance, et que la période de crise sanitaire nous a poussé à utiliser d'autres modes de communication et de la manière de joindre les gens et de les interviewer. Ça, c'est très particulier. Moi, je regrette un petit peu ça parce que rien ne remplace le rapport humain, très clairement. Mais d'abord parce qu'il y a une certaine frilosité, une certaine peur de la part des gens d'avoir ce contact. Ça, tout à fait respectable d'ailleurs. Et donc, ça nous amène à changer un petit peu notre manière de fonctionner. Ça, c'est clair. Julien, ça fait combien d'années que tu es dans le métier ? Je suis rentré en 2001, moi, Luc. Ça fait presque 20 ans cette année, alors. Oui. Quelles sont les affaires qui t'ont marqué ? Oh, il y en a eu beaucoup en 20 ans, tu t'imagines. Moi, j'ai commencé, par exemple, avec le procès du Trou à Arlon. Donc j'étais jeune journaliste et le procès a duré de nombreux mois. J'y ai passé, moi en particulier, 4 mois là-bas sur place. Ça a évidemment construit mon être de journaliste, puisque c'est un procès extrêmement médiatisé, avec une affaire qui n'est pas très agréable à entendre. Et donc il faut pouvoir se blinder. On fait des interviews de témoins et de victimes qui nous touchent. Ça nous transforme aussi. Ensuite, moi j'ai travaillé pendant presque 15 ans à Bruxelles, où j'ai fait beaucoup de choses. J'ai surtout beaucoup apprécié les voyages. C'est un des grands plaisirs que j'ai pu avoir. J'en ai fait quelques-uns. Et puis j'ai présenté des émissions en direct, des émissions de débat comme celle que tu es en train d'animer ici, ou alors des émissions exceptionnelles sur la mort du pape, ce genre de choses. Et puis là maintenant, depuis 5 ans, je suis chef du bureau à Liège. Et à Liège, quels sont tes souvenirs ? Écoute, le dernier n'est pas liégeois. Mon dernier souvenir, c'était la couverture des élections américaines, où je suis parti plus d'une semaine et demie là-bas sur place avec un autre ami liégeois, David Muller, avec donc un ami et caméraman. Et on a ramené des reportages. Ça, c'était extraordinaire, c'était passionnant. Sinon, sur Liège... C'est un peu le grand écart qu'on vous demande, à RTL, de s'occuper des élections américaines et puis d'aller faire un reportage ici sur place. Mais comme tu le disais, nous sommes de bons généralistes. Donc je suis spécialiste dans rien, mais lorsqu'on s'intéresse à un dossier, on lit énormément, humblement. Donc on accepte de ne pas être un spécialiste de la matière qu'on va couvrir. Et donc on s'informe, on s'interroge, on pose des questions, on se renseigne auprès des bonnes personnes, d'où l'intérêt d'avoir évidemment un beau réseau et de connaître énormément de monde. Et puis après, c'est la magie du journalisme qui opère, puisqu'à chaque fois, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut raconter une histoire. C'est ce que les gens veulent entendre. Il faut raconter une histoire qui est une histoire d'info. De l'autre côté, le plus jeune, c'est Gaëtan. Ça fait combien d'années, toi, Gaëtan ? Jeune, mais ça fait déjà 17 ans bientôt. Même Oui, j'avais commencé pendant mes études. Et toi, quels sont tes meilleurs souvenirs, je veux dire, du journalisme liégeois ou autre ? Meilleur souvenir, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais j'étais en poste à Bruxelles le jour des attentats de Bruxelles. C'est moi qui étais chef d'édition. J'étais à ce moment-là encore tout seul en poste pour le web
quand on nous a signalé une explosion à Zaventem. Et je ne m'imaginais pas à ce moment-là que ça allait être ça et aussi grave. Et je pense que c'est la journée la plus intense que j'ai jamais eue au travail et où on a fonctionné comme un organisme unique. Chaque personne qui arrivait pour nous aider, on a rappelé tout le monde, des gens sont même venus travailler alors qu'ils n'étaient pas prévus au planning. Et on a tous travaillé ensemble, on écrivait les articles à 5, à 6, 8, 10 mains, tous ensemble sur la même chose, dans le but d'apporter un maximum d'informations le plus rapidement possible aux gens. Et tout en essayant, pendant tout ce temps, de ne pas penser à telle personne qu'on connaît qui va toujours prendre son métro à Malbec, de ne pas penser aux personnes qu'on connaît qui pourraient être dedans. On essaie de faire notre travail, on met un peu l'émotion de côté, le temps de le faire. Et puis quand ça se termine et qu'on rentre chez nous, là, on est un peu secoué et on regarde nos collègues de la télé continuer le boulot. Oui. Ça, je comprends que c'est tout à fait émouvant comme reportage. Lionel, ça c'est plus dans la région peut-être ? C'est plus dans la région, mais moi je suis le doyen, l'air de rien. Ça paraît bizarre comme ça, mais ça fait fin de l'année, ça va faire 23 ans. Parce que j'ai commencé à Radio Contact, mais à Malmedy. Donc ça c'était à l'époque où il y avait encore des centres locaux au niveau de Radio Contact. Puis je suis arrivé en l'an 2000, je pense, à Radio Contact à Liège. Des souvenirs, c'est compliqué quand il y en a beaucoup, quand il y a autant d'années. Ce qui m'a beaucoup marqué à l'époque, on était du côté de la place Cathédrale, c'est quand même la tuerie de la place Saint-Lambert, parce que il y a eu cette effervescence. En plus, je revenais d'une conférence de presse du Standard et j'étais coincé rue des Clarisses. On m'a demandé, il faut que tu fasses un direct à ce moment-là. Et au moment où j'ai débuté le direct, il y a eu une quinzaine de policiers qui sont arrivés sur moi alors que j'étais dans ma voiture. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? J'avais quelques informations en lien avec les gens qui se trouvaient à la rédaction, dont Dominique Demoulin, qui était particulièrement bien informé, puisque à ce moment-là, Contact avait déjà rejoint RTL. Mais c'était quelque chose qui n'était pas encore arrivé de ce niveau-là, je dirais, à Liège, en tout cas dans ma carrière chez Bec Dominique. Quand elle nous raconte un petit peu ces histoires. Elle te bat, à Droax. Oui, mais celui-là n'était pas mal. Oui, celui-là était franchement pas mal. Les premières heures sont stressantes, tu te souviens. Oui. On a cru d'ailleurs qu'il y avait d'autres tireurs. Exactement. Et donc pendant tout un moment, on accueillait les gens avec des interviews où on était aussi paniqués qu'eux. On ne savait plus très bien s'il fallait fuir ou continuer le reportage. C'était très stressant, ouais, je me souviens. Puis après, il y a tout ce qu'on appelle l'aftermath, de la couverture, de tout ce qui se passe, l'enquête. Mais donc, vous êtes le bureau liégeois de RTL, vous travaillez pour une chaîne qui est nationale, on va dire. Alors, comment est-ce que ça se passe concrètement ? Comment est-ce que vous vendez vos sujets pour passer dans le JTL, qui est quand même l'émission phare de la chaîne ? Comment est-ce que vous faites ? Donc, le RTL Info 13h et RTL Info 19h. Oui. Écoute, on a une conférence de rédaction tous les matins à 8h30. Et donc, cette conférence de rédaction avec la télévision, en tout cas, c'est moi qui l'anime, grâce aux infos que j'ai percolées, que j'ai reçues de l'IO et que j'ajoute par ailleurs. Et c'est à ce moment-là que se fait l'arbitrage. Cette conférence de rédaction, elle rassemble les journalistes de Bruxelles, mais aussi ceux de Namur, de Charleroi et forcément à Liège. Et pendant une demi-heure, on brasse l'actu en sélectionnant les informations les plus importantes. Et il nous arrive très régulièrement d'avoir une information nationale, mais qu'il faut illustrer sur le terrain local. Alors à ce moment-là, c'est plus l'actualité liégeoise qui remonte, c'est l'actualité nationale qu'on essaye d'illustrer grâce au prisme liégeois. Il y a une sorte, de concurrence entre les régions pour faire passer des sujets, ou bien c'est à tour de rôle que chacun doit prendre un reportage pour illustrer un article national ? Finalement, il n'y a aucun des deux. Il y a une concurrence saine, c'est-à-dire que chacun a envie de faire passer les idées qu'il a construit dans les réflexions qu'il a avec les autres journalistes de la région. Et puis c'est un débat. Il ne s'agit pas de victoire à la fin de la conférence de rédaction en se disant j'ai fait passer mes idées. Ça n'a pas beaucoup de sens. On travaille tous ensemble. Et l'important, c'est qu'au bout de la demi-heure de réunion, on ait une conduite qui soit suffisamment claire, lisible et qui brasse l'ensemble de l'actualité. À ce moment-là, on aura réussi. Puis le challenge commence à ce moment-là, puisque après la réunion, chaque journaliste se voit confier une mission, celle de raconter une histoire, de raconter l'info, et c'est à ce moment-là qu'il faut avoir
avoir de l'imagination, connaître les bonnes personnes, partir en reportage avec le caméraman. Le défi, c'était de pouvoir ramener le reportage à 13h. Je peux dire que c'est une course quotidienne. Voilà, parce que c'est un peu un miracle, les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais quand on décide, je ne sais pas, 9h par exemple, d'un sujet et qui doit être prêt en boîte, avec avoir vu 2 personnes à des endroits différents, et pour 13h, c'est une course contre la montre effrénée. C'est une course contre la montre, mais ce qui a été intelligemment initié chez nous, je trouve, c'est la création d'une agence qui permet, en parallèle avec le travail que réalise la télévision, de gérer les journalistes de radio et qui détermine très très vite en matinée vers où on va travailler, sur quel sujet on va travailler. Ça, c'est ce dont parlait Julien tout à l'heure. De manière très très répartie, c'est-à-dire qu'on imagine que tel sujet sera peut-être mieux adapté à un angle plus local, plus société s'il s'agit de TVI, en lien direct aussi avec le web. Et donc tout se fait de manière assez bien répartie et assez vite. Donc on peut démarrer assez rapidement. Après, la grosse difficulté, c'est pas tant finalement la décision qu'on prend à travailler sur tel ou tel sujet, c'est la disponibilité des interlocuteurs. Parce que c'est vraiment ça la problématique principale. Mais ça, n'importe quel journaliste a ça comme écueil, de toute façon. Et donc, il arrive régulièrement, je suppose, qu'on n'y arrive pas. Et donc, on reporte le sujet à 19h, voire au lendemain. Oui, ça peut-être ça concerne plus... Oui, c'est un challenge quotidien, effectivement, quand on n'arrive pas à 13h, il faut le faire à 19h, mais ça me fait penser à Christophe Gillet, on a tous entendu, ça c'est un peu notre doyen, nous, Christophe, et un peu grâce à lui d'ailleurs que je suis rentré à RTL, qui disait ne pas avoir de chance dans notre métier, c'est une faute professionnelle. Il faut de la chance, il faut se débrouiller pour qu'elle apparaisse, il faut la faire venir, il faut la faire naître, il faut la forcer. Si le premier interlocuteur ne fonctionne pas, il faut ouvrir une deuxième porte, une troisième, une quatrième et partir sur le terrain, pas passer son temps à donner 3 coups de fil et se dire bon j'attends, on verra. Il faut régulièrement forcer la chambre, mais tu as raison, ça arrive évidemment qu'on ne soit pas prêt à 13h, à ce moment-là c'est reporté à 19h. Au lendemain, il faut reconnaître que c'est plus rare parce qu'on est un métier qui traitons l'actualité du jour et l'actualité du lendemain, c'est une actualité froide. Elle n'est déjà plus... Le chaud chasse le froid, c'est bien connu. Je suppose qu'il y a un update des sujets, d'ailleurs, après 8h30. Je suppose que pendant l'après-midi, il doit y avoir une autre réunion sur le même principe. On parle énormément et on se rencontre très souvent. Donc nous, c'est l'avantage d'être sur le même plateau, c'est qu'on discute, tu fais quoi, je fais quoi, j'ai vu ceci. Et alors effectivement, à la mi-journée, à 14h30, il y a une nouvelle réunion de rédaction qui rassemble à peu près les mêmes personnes autour de la table et on fait le bilan. Quelle actualité a évolué, où on en est dans les reportages, quelles seront les actualités à traiter pour 19h, et on est reparti pour le deuxième challenge. Ce qui fait que l'ellipse de ce travail, l'air de rien, est assez longue, puisqu'on arrive à 8h et on termine au minimum à 19h. Voilà. Et ça va encore plus vite d'ailleurs sur les sites internet. Oui, totalement. Puisque nous, on est alerté sur une information. Le but, on travaille, il faut se rendre compte, au niveau de la concurrence, on en a beaucoup plus. Que ce soit Sud Presse, que ce soit tous les sites d'information, en fait. On est en concurrence directe avec eux pour essayer d'être finalement les premiers à donner l'information. L'information correctement vérifiée, bien sûr. Et donc, il y a une grande part des personnes qui travaillent à RTL Info qui sont dédiées aux hot news et essayer de se renseigner le plus vite possible sur chaque nouvelle information qui tombe. Donc oui, même par rapport à la radio qui est déjà beaucoup plus dans le hot news que la télévision, nous c'est en temps réel. C'est un peu comme si on ouvrait le micro non-stop à un journaliste qui restait à essayer de parler pendant toute sa journée en radio. Et donc oui, on doit, mais c'est assez facile au final. On ne se pose aucune question, on ne se dit pas on fait au plus efficace. Quand on doit faire du hot news. Et parallèlement à ça, bien sûr, on fait des informations très froides qui nous permettent, comme je disais tantôt, de vraiment fouiller longtemps pour obtenir l'entièreté de l'histoire et tous les détails. Chose qu'on ne fait pas dans du hot news. On conjugue le slow journalisme avec le fast journalisme. Les deux cohabitent, on va dire, sur RTL Info, totalement, avec des postes dédiés où les personnes ne font pas du tout le même métier au final, pour ainsi dire pas. Ce qu'on fait aussi en radio. Depuis quelques temps maintenant,
je ne peux pas dater exactement, mais on travaille avec des Mojo. On va dire que c'est des petites caméras, qui permettent d'alimenter le RTL Bienvenue, qui est, je dirais, l'apéritif du 13h à 12h45, une sorte de tour des régions. Et c'est vraiment ce concept qui permet de faire un peu plus du slow, quelque part, parce que ça nous permet de faire des sujets un peu plus léchés, un peu plus... allez, je dirais à la Pernod. Hein. Ça, tout journaliste en a besoin aussi. Mais c'est ça, je pense. Et donc on va régulièrement, et ça nous permet, on est moins rapide, je dirais, moins dans l'immédiateté, en tout cas par rapport au rendez-vous à prendre, et on prend plus notre temps. Mais là, Luc, on touche vraiment un point de modernité. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les journalistes radio ne sont plus juste pour la radio, ils travaillent aussi pour la télévision, puisqu'ils font des images. Grâce à Gaëtan, on a aussi de la vérification d'infos, et ceux qui le vérifient, ce qui permet de nous transmettre grâce au bouton Alertez-nous, percole sur l'ensemble des rédactions. Le 360, dont on entend parler dans les rédactions, c'est vrai que nous, à Liège, on l'expérimente quotidiennement, tous les jours. On sait exactement comment ça fonctionne. On se parle beaucoup, pas tout le temps, parce qu'il faut qu'on poste de temps en temps, mais on parle énormément. Nous sommes vraiment des Rémi Bricat de l'information, les hommes orchestres. Ça, tout le monde le sait. Je crois que les jeunes étudiants le savent en journalisme, c'est qu'ils devront maintenant s'occuper également de vidéos, de sons et de sites internet. Mais donc le temps avance, malheureusement. Il est déjà presque 35 et je vous rappelle que vous pouvez encore poser vos questions parce qu'on va bientôt passer à ces questions du public. Mais avant cela, je voudrais quand même, parce que c'est dans l'actualité, il n'y a rien à faire. Donc on a vu que le groupe RTL était à vendre. Tu es candidat ? Et malheureusement, je n'ai pas gagné à l'euro-million, donc je ne saurais pas être candidat. Mais ce que j'ai remarqué aussi lors d'un dernier article dans l'Écho, c'est qu'il y avait énormément de candidats, en fait. Donc je veux dire que la mariée est jolie, ou la fiancée est jolie. Elle donne envie, en tout cas. Je ne veux pas parler à la place de l'administrateur délégué, donc moi je vais rester humble et je suis donc juste le chef du bureau pour la rédaction de Liège. Mais effectivement, je m'aperçois que cette entreprise RTL Belgique, qui a 35 ans, vaut entre 200 et 250 millions d'euros, ce qui est énorme, et qu'il y a de très nombreuses personnes qui trouvent que c'est un bon prix. Puisque visiblement, ils ont envie de l'acheter. Alors, qui va acheter RTL ? Ça, j'avoue que je n'en sais rien. Moi, en tant que liégeois et chef de bureau, ce qui me rassure, c'est que je me dis que la personne qui va racheter cette boîte rachète une boîte dont le moteur principal est l'info. C'est ce qu'on produit le plus. On produit 1h30 en télévision d'infos tous les jours. Si on additionne, ça, c'est le core business. Ça, on ne peut pas vous l'enlever. Tout à fait. Et cette info, le carburant, c'est évidemment l'actualité régionale en grande partie. Si on regarde, il y a donc 2 journalistes dans chaque région, ça fait 6, plus quelques journalistes, je pense qu'ils sont 4. Donc en gros, 60% de la rédaction est en région, en télévision. 60% des journalistes travaillent en région. Donc voilà, moi je me dis que le candidat acquéreur qui veut continuer à faire fonctionner cette machine, à faire tourner ce moteur, aura besoin du carburant région pour travailler correctement, et ça me rassure. Maintenant, qui va reprendre RTL je n'en sais rien. Je pensais que c'était toi, mais visiblement, tu n'as pas gagné. Donc, encore un temps. Mais donc, et comment est-ce qu'on perçoit ça, ce flou ? Parce que bon, il n'y a rien à faire. C'est une période d'incertitude pour tout le personnel. On sait qu'il y a 3 ans, il y a eu quand même une vague de départ ou de licenciement, pour être moins politiquement correct. Mais donc, comment est-ce qu'on perçoit ça au sein du personnel Gaëtan, par exemple ? Je pense que ça dépend des personnes. Les pessimistes vont avoir peur qu'il n'y ait plus jamais d'infos RTL, et les optimistes vont se dire mais tiens, peut-être que le repreneur il va investir encore plus, et il va encore mettre plus l'accent dessus. Donc ça dépend vraiment, ça dépend de chacun, ça dépend de la personnalité de chacun. Bien sûr, c'est toujours un petit choc parce que ça crée une incertitude. Maintenant, l'incertitude, elle est pas forcément mauvaise. Le changement n'est pas forcément mauvais. Et partant de là, ouais, chacun le vit un petit peu à sa façon. Lionel, tu as vu aussi partir sans doute des collègues à l'époque, donc comment perçois-tu cette période d'incertitude ? Ouais, d'autant plus que moi je suis représentant syndical pour RTL. Je me demandais si tu allais le dire. Attention. Donc forcément j'étais impliqué particulièrement dans cette procédure. C'est dur, on sait bien, et des changements, il y a toujours un peu...
y a toujours de la casse, on le sait très bien, humaine. Après, on a su, en tout cas, après la période qu'on a vécue il y a 3 ans, repartir de l'avant parce qu'il le fallait. Ici, c'est plus compliqué parce qu'ici, on est vraiment dans le flou. On ne sait pas très bien vers où on va et c'est difficile de s'exprimer sur cette question parce que réellement... On n'en sait rien. Est-ce qu'il y a une deadline pour la vente Fin du mois. Fin de ce mois-ci ? Oui. C'est-à-dire demain ? Non, c'est une première étape. Donc, la première oui, étape, c'est la première étape. L'échéance de la première étape, c'est fin du mois, mais ça peut durer un peu plus longtemps. Hein. C'est évidemment celui qui remettra le prix le plus haut, qui remportera la vente, comme ça se fait à chaque fois. Mais je ne pense pas qu'on soit dans une situation d'urgence qui nous impose un nouveau patron dans les prochaines semaines. Mais ça peut aller vite, c'est ça que veut dire. Effectivement, ça peut aller très vite. Ouais. Enfin, il est clair que le terreau de RTL, c'est bien sûr l'information et là, c'est les GAFA qui ne vous la proposeront pas, en tout cas, c'est pas Google, Facebook ou Amazon qui vont aller chercher le dernier carat de l'information sur le terrain ici dans les villes et villages de Wallonie. Donc ça, on va vous le laisser et on le laissera à la presse écrite quotidienne aussi, régionale. Donc voilà, c'est à la fin donc, de cette première partie. Donc, est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées ? Oui, me dit-on. Est-ce que je peux les lire ? Voilà. Alors, de Valérie Dercel, quels sont les processus pour les choix éditoriaux, les recherches d'infos et interviews, ou même pour vendre ces sujets au national ? On en a déjà un peu parlé, mais peut-être veux-tu revenir sur le sujet ? Oui, les processus, donc, ce sont des processus de discussion où on sait qu'on doit remplir un journal de 13h et de 19h avec des formats quotidiens bien connu. On est à peu près à 25 minutes à 13h, on est à un peu plus de 40, 35-40 à 19h. On sait qu'un sujet fait à peu près 1 minute 30, entre 1 minute 30 et 2 minutes, parce qu'on estime qu'au-delà de 2 minutes, le téléspectateur a la tension qui baisse. On ne peut pas lui proposer quelque chose de beaucoup trop complexe quand on est une succession de sujets. Donc partant de ça, on sait qu'on doit faire un certain nombre de reportages, et puis c'est comme ça que tous les matins, on construit notre planning et notre... Est-ce qu'il y a un saupoudrage obligatoire, par exemple ? Est-ce qu'il faut au moins un reportage venant de Charleroi, un venant de Liège, un venant de Namur ? Non, c'est un saupoudrage naturel. Absolument rien n'est obligatoire, mais naturellement, puisque 60% des équipes sont en région, en télévision, il y aura des reportages de Namur, de Charleroi et de Liège, et parfois un peu plus de Liège, parfois un peu plus de Charleroi, mais c'est l'actualité qui nous guide. C'est pas du tout un carcan aussi strict que celui-là. Une autre question ? Voilà. Donc, par mail, est-ce qu'une matinale et une émission en fin d'après-midi ne seraient pas idéales pour être plus proche des Liégeois et parler davantage de Liège comme elles le méritent ? Qu'est-ce qui pourrait parler ? C'est de la radio, ça, j'ai l'impression, non ? On parle plutôt de radio, là, oui, je pense, parce que, je pense aussi qu'on veut rappeler que Bel RTL avait beaucoup investi à Liège dans les années 90. Il était devenu, d'ailleurs, en peu de temps, de manière un peu incroyable, la première émission d'information radio, battant même Liège Matin en termes d'audience. Et donc, pas beaucoup de personnes ici, d'auditeurs en tout cas, ont compris à l'époque que, Bel RTL se désistait, ne voulait plus faire d'émissions spéciales en décrochage liégeois. Donc, est-ce que tu étais là déjà à ce moment-là, Lionel, tu t'en souviens ? Absolument. Mais suis-je vraiment légitime pour répondre à ce genre de questions ? Oui, j'ai rejoint et j'ai vécu toute cette période où il y avait une effervescence incroyable. Moi, quand j'ai débarqué à ce moment-là, il y avait vraiment un produit qui fonctionnait très fort avec une équipe incroyable, vraiment très très chouette, avec des gens qui sont partis sous d'autres cieux, mais qui ont réussi aussi. Je pense à Ingrid Franzen, par exemple, à Nostalgie. Je pense à Dominique Demoulin, Jean-Pierre Cao. Exactement. Voilà, c'était une équipe très très forte. Ceci dit, sur Contact, on avait aussi pas mal de choses à revendre de ce côté-là à cette époque-là. Bref, c'est difficile de donner mon avis par rapport à... Oui, moi je suis tout à fait favorable à ce genre de produit, idéalement. Et pourquoi est-ce que ça ne se fait pas une émission, par exemple, de nouveau en décrochage ? C'est une question de moyens, soyons clairs. Budget, en fait. Soyons clairs. C'est très coûteux aujourd'hui et je ne suis pas sûr qu'on ait les reins suffisants.
la solide, si on les a, mais c'est des options qui sont prises à un moment donné. À l'époque, la suppression du décrochage de Bell RTL, c'était aussi une décision stratégique, parce que on s'est beaucoup penché sur ce que faisait comme boulot RTL Paris, RTL France, avec une émission nationale qui percolait partout en région, avec donc des têtes d'affiche, avec des noms, des marques, des voix, un produit qui était connu et qui était le même pour tout le monde. Le décrochage liégeois a effectivement très très bien fonctionné, mais finalement, c'était un particularisme, ça n'existait pas à Namur, ça n'existait pas à Charleroi, et donc les voix de Bruxelles du matin, elles n'étaient pas connues sur Liège, et donc voilà, stratégiquement, les options qui ont été prises à l'époque, c'était de se dire on va essayer de faire une voix unique et un message unique, une marque forte qui sera connue partout de la même façon, avec les mêmes visages et les mêmes voix. Et forcément, quand on est liégeois, on est un peu déçu parce qu'on aime bien quand on renforce nos équipes, mais voilà, c'était une décision stratégique qui a bien fonctionné, on ne peut pas se mentir. Pendant tout un temps, RTL était la radio la plus écoutée. C'est un petit peu plus challengé là pour l'instant, mais ça a bien fonctionné. Notamment avec Radio Contact. Oui. Une autre question. Voilà, la voilà. Alors, de Anne-Marie Danse, n'est-ce pas la politique de sélection du personnel avec des politiques proches de l'agéisme, ainsi que l'absorption des petites radios qui ont probablement affaibli le groupe? Il y a plusieurs choses dans cette question. Ce qu'elle essaye de dire, là, si j'ai bien compris, c'est qu'on a donc sélectionné les gens que l'on gardait après la fameuse période Evolve en fonction de l'âge. Oui. Donc l'agéisme, c'est le jeunisme dont elle parle, j'imagine. Sans doute. Cette dame-là, je ne pense pas. Je parle sous contrôle ici de notre représentant syndical, mais les licenciements secs ont été quand même assez peu nombreux. On a aidé les gens à prendre la décision de partir et on a accompagné ce départ. Et il est évident que les personnes qui étaient en fin de carrière étaient les premières à lever le doigt. Est-ce que le critère, dit cette dame, c'était l'âge? Les plus vieux devaient partir? Non, pas du tout. Je n'ai pas cette impression-là non plus. Non, il y a des jeunes qui sont partis, je n'ai pas cette impression-là non plus. Ok, parfait. Voilà, on a répondu à la question. Est-ce qu'il y en a une autre? Voilà, donc de Julien Mouès, le problème de RTL et de Bell RTL, ce n'est pas l'info, mais l'effondrement de la pub qui les finance. Est-ce exact? Déjà, je suis content d'entendre que RTL et Bell RTL n'ont pas de problème d'info, donc ça c'est très bien, je suis heureux. Tu ne réponds pas à la question. Exactement, donc ça me permet d'y réfléchir en tout cas. Je ne suis pas un spécialiste des recettes publicitaires, tu n'as pas invité ça ici. On a chez nous dans notre bureau 4 personnes qui en permanence vont chercher pour le territoire liégeois les annonceurs. On a une régie publicitaire qui fonctionne plutôt bien. On a des rapports de conseils d'entreprise qui nous expliquent que les recettes publicitaires, si on met de côté l'année Corona, parce que l'année Corona a été évidemment embêtante pour tout le monde, démontrent qu'on a quand même des EBITDA, donc ce qu'on appelle des bénéfices bruts, qui se situent entre 35 et 45 millions d'euros. C'est quand même assez bon. C'est une machine qui fonctionne vraiment bien. Les recettes publicitaires sont à ce point suffisamment bonnes que le prix de vente c'est 200-250 millions d'euros et qu'il y a plus de 10 candidats pour en acheter. Donc je ne suis pas certain que les recettes publicitaires soient aussi mauvaises que ce qu'on pense. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on est challengé. Il y a de plus en plus de plateformes. Tu parlais des GAFA tout à l'heure. Ce sont des nouveaux médias qui aujourd'hui prennent une partie de ces ressources publicitaires dont on a besoin pour nous développer. Mais bon, on n'est pas non plus à l'agonie, quoi. Et ce n'est pas propre à RTL. C'est-à-dire que l'étiolement, il est valable tout autant dans le service public. Et j'imagine aussi dans le cas... oui, avec cette différence près, évidemment que le service public reçoit une subvention, il a une partie publicitaire, mais il a une subvention, et vous ne dépendez en fait que de la publicité pour vous financer, on est bien d'accord, puisque toute la télévision privée, oui, effectivement. Une autre question de Michael Beneux. Pourquoi pas une petite émission de 20 minutes sur les nouvelles applications? Ça, c'est une question pour notre guide Gaëtan, préféré. Eh bien, on en a plus ou moins. C'est-à-dire qu'on a lancé récemment des podcasts avec mon collègue du web, Mathieu Tamigno, qui est un spécialiste en nouvelles technologies. Et donc, les nouvelles applications font partie des thématiques régulièrement abordées. Donc voilà, ça existe maintenant, puisque ce sont
Ça ne va pas toucher monsieur et madame tout le monde, on ne va pas faire un 20 minutes en télé là-dessus, ça n'aurait pas tellement de sens. On va toucher les gens qui consomment ces nouvelles applications, là où ils peuvent les consommer via podcast, via quelque chose qu'ils vont trouver en ligne. Donc je pense que ça a tout son sens et donc ça existe. Ça existe, ben voilà, une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a encore des questions? Parce qu'on approche tout doucement de la fin. Non, donc voilà, c'est terminé. Nous avons pu ainsi mieux comprendre, connaître et apprécier ces visages qu'on voit parfois à la télévision. Le tien, Julien, oui, les gens s'en souviennent, mais Lionel, par exemple, on ne le voit très très rarement, Je suis caché, voire quasi jamais. C'est la voix. Gaëtan, c'est pareil, ce sont des voix en fait. Même pas la voix. Voilà, vous les avez devant vous, c'est eux qui font au quotidien, tous les jours, RTL et Belle RTL, et qui vous informent donc ici en région liégeoise. Merci pour ton invitation, Luc. Avec un grand plaisir. Et Radio Oui. Contact. Et Radio Contact, tout à fait. Avec un grand plaisir. Donc, moi, je vous retrouve pour... ce ne sera pas moi, mais ce sera Lucie Herman qui sera à la manœuvre pour l'animation de notre prochain Facebook Live, qui aura lieu donc jeudi prochain, le 6 mai, je pense, ou le 5 mai. Et donc, qui sera consacré aux caricaturistes de presse. Nous aurons Saudron et nous aurons Dubus, qui est celui que vous connaissez aussi de l'ADH, qui viendront nous parler en fait de la caricature de presse ici dans notre prochain Facebook Live. Et le suivant, pour le dernier jeudi de l'info du mois de mai, ce sera le journal L'Avenir qui sera présenté. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.